Il existe des matins à Paris où la lumière ne parvient pas vraiment à se décider. Ni franche, ni absente, juste grise, suspendue au-dessus des toits comme une hésitation. C'était ce genre de matin-là quand Camille Lefèvre apprit que son frère avait 3 semaines. Elle ne le sut pas tout de suite. D'abord, il y eut la sonnerie du téléphone pendant sa pause de 14 heures dans la salle de repos du 4e étage. Ensuite, la voix du docteur Renard, cet oncologue qu'elle connaissait bien pour l'avoir croisé dans les couloirs difficiles des nuits de garde, cette voix qui savait comment annoncer les choses sans les adoucir, parce qu'adoucir ne sert à rien. Et enfin, les chiffres. 4 200 € par cycle, un protocole expérimental non couvert par le système public. Julien, 17 ans, leucémie myéloïde en rechute. Camille resta assise sur la chaise en plastique beige pendant exactement 4 minutes après avoir raccroché. Elle le sut parce qu'elle regardait l'horloge murale sans la voir vraiment, et que l'aiguille des minutes avança 4 fois. Puis, elle se leva, rinça sa tasse dans l'évier et retourna dans le couloir avec le même pas régulier qu'elle avait toujours. Ce n'était pas du courage, c'était de la mécanique. Elle avait appris ça à 15 ans, le soir où leur mère n'était pas rentrée de l'hôpital Saint-Louis, et qu'elle avait quand même préparé le dîner pour Julien, parce qu'un enfant de 4 ans ne comprend pas les effondrements, il comprend seulement que son assiette est vide ou pleine. 13 ans plus tard, l'assiette de Julien menaçait d'être vide d'une façon que Camille ne pouvait pas réparer avec ce qu'elle gagnait. 1840 € net par mois, après 6 ans comme technicienne de soins infirmiers au Georges Pompidou. Un appartement de 35 mètres carrés à Belleville, rue Ramponneau, au 3e sans ascenseur. Les fins de mois calculées au centime. Pas de marge, pas de filet. Elle avait refusé 3 jours plus tôt. Elle se souvint du silence qui avait suivi sa phrase. « Je ne suis pas un produit, docteur », et de la façon dont Antoine Morel n'avait pas bougé d'1 millimètre dans son fauteuil en cuir sombre pendant qu'elle traversait son bureau du 7e étage pour rejoindre la porte. Elle se souvint de ses propres épaules, tenues très droites par fierté ou par peur. Elle ne savait plus. Elle se souvint d'avoir pressé le bouton de l'ascenseur avec une main qui ne tremblait pas encore, et d'avoir attendu, tandis que les secondes s'étiraient comme du caramel brûlant. Elle n'avait pas regardé en arrière. Ça, au moins, elle en était certaine. Et maintenant, il y avait Julien. Camille Lefèvre n'était pas du genre à revenir sur ses décisions. Les gens qui la connaissaient au 4e étage, les aides-soignants, les infirmières coordinatrices, le vieux brancardier Marcel qui lui gardait toujours un café, auraient tous dit la même chose. Cette fille-là ne cède pas par entêtement, par structure. Elle était faite d'une matière que les années avaient tassée, comprimée, rendue dense. Quand elle disait non, c'était un non architectural, porteur. Mais Julien avait 3 semaines. Le lendemain matin, un jeudi, elle se présenta au bureau d'Antoine Morel sans rendez-vous, sans prévenir la secrétaire, sans frapper bien fort. Elle poussa la porte et entra. Il était au téléphone, debout face à la fenêtre qui donnait sur le parvis de l'hôpital. Il se retourna lentement en la voyant, le combiné encore à l'oreille, et quelque chose passa dans ses yeux. Une fraction de seconde, trop brève pour être nommée, avant que le masque ne reprenne sa place. Il termina sa conversation en 3 phrases courtes et raccrocha. Il ne dit rien, il attendit. Ce fut à cet instant que Camille comprit quelque chose d'important sur cet homme. Il n'avait pas besoin de mots pour occuper l'espace. Il le remplissait par sa seule présence, par cette façon qu'il avait de se tenir comme si le sol lui appartenait. 39 ans, taille haute, mâchoire fermée, des mains de chirurgien qui ne s'agitaient jamais inutilement. Elle avait travaillé 5 ans dans le même bâtiment que lui, sans vraiment le regarder. Maintenant, elle le regardait, et c'était inconfortable d'une façon qu'elle préférait ne pas analyser. Elle parla la première, parce qu'elle n'allait pas lui laisser ce pouvoir-là en plus. « J'accepte », elle dit. Sa voix ne fléchit pas, mais avec des conditions non négociables. Il inclina légèrement la tête. Une invitation à continuer. « Le traitement de mon frère, couverture totale, tous les cycles nécessaires, jusqu'à la rémission ou jusqu'à ce que les médecins décident qu'il n'y a plus rien à faire. Pas de plafond, pas de discussion à chaque renouvellement. » Elle marqua une pause.
Mon poste au 4e étage reste intact. Mes horaires, mes collègues, mes responsabilités. Je n'accepte aucune mise à l'écart discrète après signature. Antoine Morel ne scia pas. Et les 35 000 € à la fin du contrat, dit-il. Je les veux toujours. Un silence court s'installa entre eux, pas tout à fait hostile, pas tout à fait neutre. C'est d'accord, dit-il simplement. Elle n'avait pas prévu qu'il accepterait aussi vite. Elle avait préparé des arguments, des contre-propositions mentales, une résistance. Son acceptation immédiate la déséquilibra une fraction de seconde. Et il le vit, elle en fut certaine, parce qu'il détourna le regard comme pour lui laisser le temps de se recomposer, et ce geste minuscule, presque courtois, était tellement incohérent avec ce qu'elle savait de lui qu'elle ne sut pas quoi en faire. Ils se marièrent 8 jours plus tard, un mardi, 15 heures. Le ciel au-dessus du 16e arrondissement était d'un gris uniforme, ni menaçant ni doux, simplement là. La mairie du 16e avait des boiseries sombres et un officier d'état civil qui prononça les formules avec la neutralité professionnelle d'un homme qui en était à son 22e mariage de la journée. Les 2 témoins étaient 2 personnes recrutées dans le couloir de la mairie, un retraité qui promenait son chien et une femme en manteau rouge qui attendait un ami retardé et qui signèrent les documents avec la bonhomie légèrement amusée de ceux que la vie surprend encore. Camille portait un manteau bleu marine qu'elle avait depuis 4 ans et des bottines noires, aux talons légèrement éculés du côté gauche. À son annulaire, une bague en argent achetée le matin même au marché de Belleville, 12 €, avec un petit motif tressé que le vendeur lui avait dit être un symbole breton, mais qui ressemblait surtout à une tresse ordinaire. Elle l'avait regardé dans sa main en remontant la rue Ramponneau et avait pensé, sans ironie particulière, que c'était exactement à sa place. Antoine portait un costume gris anthracite, chemise blanche, sans cravate. Il avait les mains dans les poches pendant les quelques minutes d'attente avant leur tour, et il regardait les boiseries avec l'expression concentrée d'un homme qui établit un diagnostic. Quand l'officier demanda si les parties consentaient, ils répondirent tous les 2 oui, dans le même demi-silence, séparés d'environ 30 centimètres, qui auraient pu être 30 kilomètres. En sortant, il regarda l'alliance de 12 €. Pas longtemps. Juste assez. Elle ne dit rien. Dans la voiture, une berline sombre conduite par un chauffeur qui avait la discrétion absolue de quelqu'un payé pour ne pas exister. Ils ne parlèrent pas. Paris défilait derrière les vitres teintées, les quais de la Seine, le Trocadéro, les façades haussmanniennes du 16e qui se succédaient avec leur majesté indifférente. Camille regardait la ville qu'elle traversait chaque matin en métro comme un territoire étranger et familier à la fois. Elle y vivait depuis toujours, sans vraiment lui appartenir, comme on vit dans une langue qu'on parle sans accent, mais dont on ne rêve jamais. L'appartement d'Antoine était au 5e étage d'un immeuble avenue Foch, 190 mètres carrés, plafond à 3,50 m, parquet en chêne clair, une cuisine entièrement équipée qui n'avait visiblement pas servi depuis longtemps. Camille fit le tour en silence pendant qu'Antoine posait son manteau sur une chaise et consultait son téléphone. Elle regardait les espaces avec les yeux de quelqu'un qui calcule sans le vouloir. Là où aurait pu tenir un 2e lit, là où la lumière entrait bien le matin, là où l'on pourrait faire tenir Julien si un jour il avait besoin. Elle s'arrêta devant la bibliothèque du salon. Des livres de médecine, des ouvrages d'histoire, quelques romans en anglais, une rangée de carnets identiques reliés en cuir bordeaux dont elle ne toucha pas un seul. « Ta chambre est la 2e à gauche, » dit Antoine depuis le couloir. « Il y a une salle de bain attenante. Le code du Wi-Fi est sur le routeur sous la télévision. » Il parlait comme s'il lui remettait les clés d'un appartement de location. « Les règles sont simples, » continua-t-il. Il s'était arrêté dans l'encadrement du couloir, les bras croisés, regardant vers le salon, sans vraiment la regarder elle. 2 apparitions publiques par semaine, sur agenda partagé que tu recevras par mail. Dîner de famille mensuel au minimum. En dehors de ces contextes, nous menons nos vies sans interférence. Camille se retourna vers lui. « J'en ai aussi, » dit-elle. Il attendit. « Je cuisine quand j'en ai envie, ce que j'en ai envie.
Je maintiens mes horaires au 4e étage sans justification. Si ton père ou n'importe qui de ta famille me pose des questions sur notre vie privée, je n'invente rien. Nous nous sommes rencontrés au travail. Nous avons décidé vite, c'est tout. Je ne joue pas un rôle au-delà des apparitions convenues. Elle marqua une courte pause. Et je ne feins pas l'affection, pas ici. Quelque chose bougea dans le visage d'Antoine, imperceptiblement, comme la surface d'une eau profonde troublée par quelque chose en dessous. « C'est acceptable, dit-il. » Il alla dans son bureau et ferma la porte doucement. Camille resta seule dans le grand salon silencieux avec la ville qui brillait en contrebas derrière les fenêtres immenses et la sensation nette, presque physique, d'avoir signé quelque chose dont elle ne lisait pas encore toutes les clauses. Elle défait son manteau, le posa sur le canapé et alla chercher sa valise dans l'entrée, une valise cabine et un sac à dos, tout ce qu'elle avait emporté. Elle trouva sa chambre, posa les affaires sur le lit, s'assit sur le bord et envoya un message à Julien. « Je suis installé. Demain matin, le docteur Renard reçoit la confirmation de prise en charge. Dors bien. » Il répondit en 20 secondes. Un emoji pouce levé et un autre en forme de cœur. Elle sourit à son téléphone dans la pénombre de cette chambre qui ne lui ressemblait pas encore, dans cet appartement trop grand et trop silencieux, au 5e étage d'un immeuble de l'avenue Foch, où personne ne cuisinait jamais. Et elle se dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire. Pour l'instant, c'était suffisant. Les 13 premiers jours se déroulèrent comme 2 horaires de train qui partagent la même gare sans jamais se croiser. Antoine partait entre 7h et 7h20. Costume sombre, mallette fine, café avalé debout devant l'îlot de cuisine en regardant son téléphone. Camille prenait son service au 4e étage à 8h moins le quart, rentrait entre 19h et 20h selon les gardes, réchauffait ce qu'elle avait préparé la veille ou faisait des œufs brouillés avec ce qu'il restait dans le réfrigérateur. Toujours bien approvisionnée, elle l'avait remarqué, par une livraison hebdomadaire qu'elle ne voyait jamais arriver. Ils se croisaient parfois dans le couloir. Un signe de tête, 2 mots utilitaires. La distance maintenue comme une règle d'hygiène. Elle apprit à lire l'appartement comme on apprend à lire un patient. Les carnets Bordeaux sur la bibliothèque n'étaient jamais déplacés, mais le dernier de la rangée était parfois légèrement sorti, comme si quelqu'un l'avait ouvert, puis remis sans tout à fait le ranger. La machine à café était toujours rincée après usage. Il était méticuleux, ordonné d'une façon qui n'était pas de la propreté domestique ordinaire, mais quelque chose de plus tendu, comme si le désordre représentait pour lui une forme de danger. Ses chaussures étaient alignées dans l'entrée avec une précision qui aurait pu être militaire. Elle ne cherchait pas à le comprendre. Elle observait, comme on observe toujours dans un environnement inconnu, par instinct de survie plus que par curiosité. Au 4e étage, rien n'avait changé. C'était important. Ses collègues savaient qu'elle s'était mariée. Les nouvelles circulaient vite dans un hôpital, surtout celles qui impliquaient un médecin du 7e, mais personne ne posait de questions directes, parce que Camille avait ce visage qui décourageait les questions directes. Amara, aide-soignante depuis 3 ans et la seule personne au monde à qui Camille parlait vraiment, lui avait juste dit, en la voyant arriver le lendemain du mariage, « T'as l'air pareil qu'avant ». C'était le meilleur compliment possible. Julien avait commencé son premier cycle de traitement le 3e jour après la signature. Le docteur Renard avait appelé Camille pour confirmer la prise en charge, couverte intégralement, sans plafond, par un virement direct de la clinique Morel Cardiologie vers le service de pharmacologie de l'hôpital Saint-Louis. Elle avait regardé la confirmation sur son téléphone pendant sa pause de 14 heures, dans la même salle de repos en plastique beige, assise sur la même chaise, et elle avait senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas de la joie, pas encore, mais l'absence d'une pression qu'elle n'avait pas réalisé porter depuis des semaines. Elle n'avait pas remercié Antoine. Ils avaient un contrat. Il respectait sa part. Ce fut le 13e soir que quelque chose se déplaça. Camille rentrait d'une garde de 12 heures, les pieds douloureux, les épaules chargées de la fatigue particulière que laisse le contact répété avec la souffrance des autres.
Pas une fatigue ordinaire, mais quelque chose de plus dense, qui s'installe dans les os et ne part pas sous la douche. Elle avait pensé à Julien dans le métro, à sa voix au téléphone la veille, moins blanche qu'avant, un peu plus vivante. Elle avait pensé à la ratatouille qu'elle voulait préparer depuis 2 jours, parce que le temps frais de mars lui donnait envie de quelque chose de chaud et de long à cuisiner, quelque chose qui prenait du temps et qui remplissait l'appartement d'odeur. Il était 19h40. Antoine ne rentrait jamais avant 22h. Elle cuisina. Les tomates confites lentement à feu très doux, avec de l'ail et du thym frais, les courgettes en rondelles épaisses, les aubergines revenues séparément pour qu'elles gardent leur texture, le tout assemblé avec une patience qu'elle n'avait presque jamais dans le reste de sa vie. L'appartement prit une odeur de légumes fondus et d'herbes provençales qui contrastait avec son silence habituel d'une façon presque absurde, comme si la cuisine refusait de se soumettre à l'atmosphère des lieux. Elle mangea seule à la petite table près de la fenêtre, regardant les lumières de l'avenue en contrebas. Il restait presque la moitié de la cocotte. Elle laissa le couvercle dessus, éteignit le plafonnier, ne laissa allumer que la petite lampe au-dessus de l'îlot, et alla se coucher. À 23h15, elle entendit la porte d'entrée. Elle ne dormait pas encore. Elle reconnut le son de ses pas dans le couloir. Elle les connaissait déjà, cette façon qu'il avait de marcher, qui était précise, économe, sans hésitation. Puis, un silence. Puis le bruit discret du couvercle qu'on soulève. Elle ne bougea pas. Le lendemain matin, la cocotte était presque vide. Et sur le plan de travail, une tasse propre retournée sur le séchoir, il l'avait rincée, comme toujours. Elle prépara son café et ne dit rien. Ce fut lui qui parla, debout, face à la fenêtre, sans se retourner tout de suite. « Qui t'a appris à cuisiner ?» dit-il. Sa voix était différente, pas douce. Antoine Morel n'avait pas une voix douce, c'était structurel, mais débarrassé de quelque chose. La couche supérieure, celle qu'il portait comme une blouse, avait glissé. Ce qui restait était plus grave, plus nu. Camille posa sa tasse. « Ma mère, dit-elle. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Après, j'ai appris par nécessité. » Pour Julien, il se retourna alors. Il la regarda d'une façon qu'elle ne lui avait pas encore vue, pas le regard d'évaluation qu'il posait sur les gens comme on pose une règle sur une surface pour vérifier l'horizontalité, mais quelque chose de plus direct, presque surpris d'être là. Quel âge il avait ? 4 ans. Un silence s'installa entre eux, pas le silence tendu des 13 jours précédents. Quelque chose d'autre, plus proche de ce que font 2 personnes qui réalisent qu'elles ont quelque chose en commun sans l'avoir cherché. Mon père a décidé que je serais cardiologue quand j'avais 11 ans, dit Antoine. Il parlait vers la fenêtre à nouveau, comme si le fait de ne pas la regarder rendait les mots plus faciles. Pas comme une conversation, comme un fait. J'étais bon en sciences. Il avait besoin d'un médecin dans la famille pour légitimer le groupe de santé. C'était logique de son point de vue. Il marqua une pause. J'ai construit la clinique moi-même, en parallèle, avec ce que je gagnais les premières années. Pas pour lui, pour avoir quelque chose qui n'appartienne qu'à moi. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regardait cet homme dans sa cuisine à 23 heures passées, les manches de sa chemise légèrement remontées sur ses avant-bras, les yeux cernés d'une nuit de plus après une chirurgie de 9 heures, et elle pensa, sans le formuler vraiment, plutôt comme une sensation, qu'il portait lui aussi quelque chose de lourd depuis longtemps, pas pareil que ce qu'elle portait, pas du tout pareil, mais lourd quand même. « On fait ça tous les deux alors, dit-elle. » Il la regarda. Portèrent les autres sans demander d'aide. Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, ce fut juste un son, pas un mot, presque un soupir court, qui ressemblait à quelqu'un qui reconnaît quelque chose sans vouloir tout à fait l'admettre. Ils ne restèrent pas à discuter. Camille rinça sa tasse et retourna dans sa chambre. Antoine alla dans la sienne. La lumière sous sa porte s'éteignit 20 minutes plus tard. Mais quelque chose avait bougé dans l'appartement cette nuit-là, aussi réellement qu'un meuble qu'on aurait déplacé de quelques centimètres. Pas assez pour transformer la pièce, juste assez pour que l'espace soit différent. Les jours suivants ne furent pas tendres. Tendresse aurait été le mauvais mot, et tous deux l'auraient refusé instinctivement. Mais il y eut des choses, de petites choses,
qu'ils ne s'accordèrent ni l'un ni l'autre le droit de remarquer trop clairement. Il y eut le soir où elle trouva sur le plan de travail sans un mot un livre de poche sur les fondamentaux de la physiologie médicale, un manuel de première année, le genre qu'on trouve d'occasion, avec un marque-page en cuir à la première page. Elle le mit dans son sac sans commentaire. Il ne dit rien. Il y eut la nuit où il rentra tard, et qu'elle était encore dans le salon, les pieds relevés sur le canapé, en train de relire des notes sur un patient difficile. Il passa derrière elle vers la cuisine, puis s'arrêta. « Tu veux du thé ?» Elle leva les yeux. « Oui, merci. » Il en prépara 2 tasses, les posa sur la table basse, s'assit dans le fauteuil en face. Ils restèrent là 1 demi-heure en silence, chacun avec ses documents, et ce fut la chose la plus proche du calme que Camille avait connu depuis des mois. Il y eut aussi la première apparition publique, un dîner professionnel au restaurant Le Clarence dans le 8e, pour lequel Antoine lui avait laissé une enveloppe avec simplement écrit dessus « robe de soirée si tu veux, sinon habillée suffit ». Elle était venue dans sa robe bordeaux de 3 ans qu'elle gardait pour les occasions sans vraiment en avoir, et il l'avait regardée 1 seconde depuis le bas des marches de l'entrée avec une expression qu'elle ne sut pas déchiffrer. Dans la voiture, il lui avait dit brièvement comment s'appelaient les gens qu'ils allaient retrouver, leur rôle, les sujets à éviter. Elle avait géré la soirée comme elle gérait les situations à l'hôpital qui débordent, avec attention, économie de mots, et la capacité à lire une pièce vite. Une collègue d'Antoine, une cardiologue de Strasbourg, lui avait parlé pendant 20 minutes de sa propre reconversion tardive. Elle avait commencé médecine à 32 ans après une carrière d'ingénieur. Camille l'avait écoutée vraiment, et la femme l'avait senti, et à la fin elle avait dit à Antoine, assez fort pour que Camille entende, « Elle est remarquable, ta femme ». Antoine n'avait pas répondu. Mais dans la voiture du retour, il avait dit, les yeux sur la route, « Tu n'as pas eu besoin que je t'aide 1 seule fois ce soir ». Ce n'était pas un compliment, c'était une observation. Mais dans sa bouche, à cet instant, ça ressemblait à quelque chose de plus. « Je n'ai jamais eu besoin qu'on m'aide », dit-elle. Il ne répondit pas, mais ses mains sur le volant se détendirent légèrement. Et Paris glissa derrière les vitres. Ses lumières de Mars réfléchies sur le bitume humide, la tour Eiffel visible un instant entre 2 immeubles avant de disparaître. Et Camille pensa à Julien qui dormait à Saint-Louis avec son premier cycle en cours, et à sa mère qui aurait probablement eu un avis tranché sur toute cette situation, et à la façon dont la vie vous amène dans des endroits que vous n'auriez jamais tracés vous-même sur une carte. Ce n'était pas le bonheur. Elle n'aurait pas utilisé ce mot-là. Mais c'était quelque chose de réel, et le réel, même inconfortable, même incertain, avait toujours été la seule chose à laquelle Camille Lefebvre avait vraiment fait confiance. Avril arriva sur Paris avec cette douceur traîtresse des printemps qui commencent bien et tiennent leurs promesses par intermittence. Les marronniers du boulevard de l'avenue Foch bourgeonnaient avec une lenteur délibérée, comme s'ils testaient la solidité de la saison avant de s'y engager vraiment. Camille les regardait parfois depuis la fenêtre de sa chambre le matin, avant de partir, avec la sensation diffuse que quelque chose dans l'appartement avait changé de texture sans qu'elle puisse dire précisément quand. Ce fut pendant cette première semaine d'avril qu'Antoine lui demanda de l'accompagner au marché du dimanche. Pas de la façon dont on invite quelqu'un, de la façon dont il faisait la plupart des choses, en énonçant un fait accompli avec une légère inflexion interrogative à la fin, comme s'il accordait à l'autre la courtoisie formelle d'un choix sans vraiment envisager le refus. « Il faut des provisions. J'y vais à 9 heures. » Elle était en train de relire ses notes de cours au salon. Le préparatoire de médecine avait commencé 3 semaines plus tôt, les matins de 7 heures avant les gardes, et elle était à la fois épuisée et étrangement vivante d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle leva les yeux. « D'accord, » dit-elle. Le marché du président Wilson, dans le 16e, était à 20 minutes à pied. Ils y allèrent à pied. Ce fut lui qui choisit de marcher, sans le proposer vraiment, et elle qui emboîta le pas sans en faire une question. Paris, le dimanche matin, avait cette qualité particulière de ville qui respire entre 2 efforts. Les trottoirs moins encombrés, les terrasses de café à moitié pleines de gens qui lisaient les journaux avec la lenteur des gens qui n'ont nulle part à être. Au marché, Antoine se déplaçait avec la même précision qu'en consultation, économe,
direct, sans flânerie. Il connaissait ses producteurs, les saluait par leur nom, choisissait sans hésiter. Camille le suivit d'abord, puis commença à regarder de son côté. Elle s'arrêta devant un étal de fromage affiné, les yeux sur un comté de 24 mois, dont l'odeur la ramena instantanément à une cuisine d'enfance qu'elle n'avait plus. « Celui-là », dit-elle au fromager. Antoine était derrière elle. Il ne dit rien, mais il paya sans qu'elle le lui demande. Et quand elle se retourna pour protester, il avait déjà rangé le paquet dans le sac en toile. « C'est dans les dépenses communes », dit-il. Elle ne discuta pas, mais elle nota quelque chose. Il avait attendu de voir ce qu'elle choisissait, pas ostentatoirement, juste attendu. Ils rentrèrent avec 2 sacs lourds, les bras légèrement écartés sous le poids, les épaules proches sans se toucher. Au coin de la rue Spontini, une vieille femme aux caniches trop enthousiastes les croisa et dit, avec le naturel souverain des Parisiennes de 80 ans, « Vous faites un très beau couple ». Puis elle continua son chemin sans attendre de réponse. Camille et Antoine marchèrent encore une dizaine de secondes en silence. « Elle n'a vu que les sacs de course », dit Camille. « Probablement », dit Antoine. Mais quelque chose, dans la façon dont il dit ce mot, était moins fermé qu'à l'ordinaire. Ce dimanche-là, Camille cuisina vraiment. Pas par nécessité, pas par excédent de la veille, elle cuisina avec intention, avec le comté et les légumes du marché, un gratin dauphinois qui prit 1h30 et qu'elle surveilla par intermittence entre 2 chapitres de physiologie. L'appartement prit cette odeur de beurre et de crème chaude qui transforme n'importe quel espace en quelque chose d'habité. Antoine travailla dans son bureau toute l'après-midi. À 19h, elle l'appela depuis la cuisine, pas en allant frapper à sa porte, juste en haussant légèrement la voix dans le couloir. « C'est prêt ». Un silence, puis le bruit de sa chaise. Ils mangèrent à la table de la cuisine, pas dans la salle à manger formelle qu'ils n'avaient jamais utilisée ensemble. La lumière était basse, dorée, le genre de lumière de fin de journée qui rend les visages plus humains. Antoine mangea lentement. Elle le remarqua parce qu'il mangeait d'habitude vite, fonctionnellement, comme quelqu'un qui considère les repas comme une maintenance. Et à un moment, il s'arrêta, posa sa fourchette et dit « Il y a quelque chose dedans que je n'identifie pas. »« Muscade, » dit-elle, « juste un peu, sur les pommes de terre avant de monter la crème. » Il réfléchit à ça comme s'il mémorisait une information médicale. « Ma mère ne cuisinait pas, » dit-il ensuite. Pas comme une confidence, plutôt comme un fait posé sur la table entre eux, neutre en apparence. Nous avions une cuisinière, Madame Berthelot. Elle avait des règles très strictes sur sa cuisine. Et tu n'avais pas le droit d'entrer? Personne n'avait le droit d'entrer. Un temps court, sauf moi parfois quand j'avais 8 ou 9 ans. Elle me laissait m'asseoir sur le tabouret près de la fenêtre, à condition de ne pas parler. Camille l'imagina. L'enfant de cet homme, silencieux sur un tabouret, regardant quelqu'un cuisiner dans une cuisine interdite. Il y avait quelque chose dans cette image qui la toucha d'une façon qu'elle préféra ne pas examiner. « Elle t'apprenait quand même des choses, alors, dit-elle, sans les dire. » Antoine la regarda. « Je n'y avais pas pensé comme ça. » La conversation s'arrêta là, naturellement, sans gêne. Ils finirent le repas. Il débarrassa, ce fut lui qui le fit, en se levant avant elle avec la même efficacité silencieuse qu'il mettait à toute chose. Elle resta à table avec son café et son livre ouvert, et il rinça les assiettes avec une concentration presque étrange pour un geste aussi ordinaire. Puis il s'arrêta, les mains encore sur le bord de l'évier. « Julien, comment il se sent ?» Camille posa son livre. « Mieux, les nausées du premier cycle sont passées. Il a mangé une vraie assiette avant-hier. » Elle marqua une pause. « Il t'a demandé comment tu t'appelais. » Antoine se retourna légèrement. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« La vérité, que tu es médecin, que tu travailles beaucoup. » Elle le regarda. Il a dit que ça ressemblait à sa sœur. Quelque chose passa dans les yeux d'Antoine, bref, comme une lumière qui hésite. Il ne sourit pas. Ce n'était pas son registre naturel, mais le muscle de sa mâchoire se détendit d'une fraction. « Il a l'air malin, » dit-il. « Il l'est, trop, parfois. » Elle ne dit pas autre chose, mais la chose resta entre eux, chaude et légèrement encombrante, comme quelque chose qu'on vient de poser et qu'on ne sait pas encore où ranger. Les semaines suivantes eurent leur propre rythme.
différent de celui des premiers jours. Les silences étaient toujours présents. Antoine n'était pas quelqu'un qui remplissait l'espace par les mots, et Camille non plus. Mais leur qualité avait changé. Ils n'étaient plus des silences de défense, plutôt des silences de coexistence, le genre qui s'installe quand deux personnes ont tacitement accepté de partager un même air sans que ça soit une capitulation. Il y eut une nuit, vers la mi-avril, où elle ne dormait pas. Les préoccupations de l'examen blanc du préparatoire la semaine suivante, une patiente difficile au 4e étage, une conversation avec Julien qui s'était terminée sur une note ambiguë. Et elle était dans le salon à 2 heures du matin, les pieds sous une couverture, à relire le même paragraphe d'anatomie pour la 4e fois sans le voir. Elle entendit sa porte s'ouvrir. Il traversa le couloir vers la cuisine. Il avait des insomnies, elle l'avait compris depuis un moment, les lumières sous sa porte parfois visibles à des heures improbables, et s'arrêta en voyant la lampe allumée au salon. Il entra, la regarda, les yeux sur le livre ouvert sur ses genoux. « Tu n'as pas cours dans 5 heures. Dans 4 heures et demie, dit-elle. Il alla dans la cuisine, revint avec 2 verres d'eau, en posa un sur la table basse, sans un mot, et s'assit dans le fauteuil avec le sien. Il avait un carnet bordeaux à la main, l'un de ceux de la bibliothèque, et il l'ouvrit sur ses genoux. Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure et quelque chose. À un moment, sans lever les yeux de son carnet, il dit « Le système limbique. Tu as du mal avec la mémorisation des structures ou avec leurs fonctions. » Elle le regarda. Les deux. Commence par la fonction. Le nom vient tout seul après, si tu comprends à quoi ça sert. Elle ne dit pas merci. Elle hocha la tête et retourna à son livre. Mais quelque chose en elle s'était légèrement déplacé, comme cette première fois avec la ratatouille. Ce glissement imperceptible qui ne change pas la forme des choses, mais en change le poids. Vers 3h30, il se leva. « Dors », dit-il. Pas comme un ordre, plutôt comme quelqu'un qui dit une évidence. « Toi aussi », dit-elle. Il s'arrêta une seconde dans l'encadrement du couloir de dos et elle ne vit pas son expression. Mais il y eut ce moment suspendu, 2 ou 3 secondes, pas plus, où aucun des deux ne bougea, et l'appartement sembla retenir quelque chose. Puis il alla dans sa chambre et ferma doucement la porte. Camille éteignit la lampe et s'endormit sur le canapé avec son livre fermé sur la poitrine. Et quand elle se réveilla à 6h40, il y avait une couverture posée sur elle qu'elle n'avait pas mise elle-même, et le café était déjà chaud dans la cafetière. Elle ne lui en parla pas, lui non plus, mais elle emporta ce silence-là avec elle toute la journée, comme on emporte quelque chose de fragile dans une poche intérieure, en faisant attention de ne pas appuyer dessus trop fort. Pas de la joie, pas encore, mais la sensation neuve et légèrement vertigineuse que cet homme qu'elle avait décidé de ne pas connaître était en train de devenir, malgré tout, quelqu'un qu'elle reconnaissait. Il y a des vérités qui attendent leur moment avec la patience froide des choses inévitables. Celle-là attendait dans un dossier beige, posé sur le bureau d'Antoine, entre une pile de comptes rendus de consultation et le carnet bordeaux habituel. Camille ne l'aurait jamais ouvert si Antoine ne lui avait pas demandé, ce mercredi soir de fin avril, de signer 3 documents administratifs liés à leur statut matrimonial, des formulaires fiscaux, avait-il dit brièvement, une formalité annuelle. Il avait posé le dossier sur la table de la cuisine avant de repartir en urgence au Georges Pompidou pour une arythmie sévère qu'on lui avait signalée par téléphone. Et il avait dit en enfilant sa veste: « Les signets jaunes, juste une signature. Tu peux le faire ce soir. » Elle avait attendu après le dîner. Elle avait ouvert le dossier avec la diligence ordinaire de quelqu'un qui signe des formulaires. Les 3 premiers feuillets étaient exactement ce qu'il avait dit. Des cases, des chiffres, une ligne de signature en bas de chaque page. Elle signa les 2 premiers sans les lire entièrement. Il n'y avait aucune raison de le faire. Elle lui faisait confiance sur les questions administratives, avec la confiance pragmatique de quelqu'un qui n'a ni le temps ni la formation pour contester. Ce fut en cherchant le 3e signet qu'elle tourna une page de trop. Un relevé consolidé. Une seule feuille, dense, avec un en-tête de cabinet comptable et une date du mois précédent. Elle le vit en 1 seconde, les colonnes, les chiffres, les intitulés. Participation dans 3 cliniques privées en région parisienne, action dans un établissement hospitalier à Lyon.
un portefeuille d'investissement géré par une banque privée du 8e arrondissement. Et en bas de page, en gras, un total net de patrimoine personnel, 12 400 000 €. Elle resta immobile. La lampe au-dessus de la table éclairait le papier avec une netteté cruelle. Les chiffres ne changeaient pas. Elle les relut une fois, deux fois, avec la concentration de quelqu'un qui cherche une erreur, parce que l'erreur serait plus logique que la réalité. Pas d'erreur. Elle pensa à la façon dont il lui avait présenté la proposition ce premier jour au 7e étage. 35 000 € à la fin du contrat, avec la fluidité de quelqu'un qui annonce un prix raisonnable pour une prestation ordinaire. Elle pensa à l'alliance de 12 € qu'elle portait à l'annulaire depuis 5 semaines, et au regard qu'il avait posé dessus le jour du mariage, ce regard qu'elle n'avait pas su déchiffrer. Elle pensa aux apparitions publiques calibrées, aux règles énoncées dans son propre appartement, comme si elle était une locataire briefée, et à Julien à Saint-Louis, avec sa leucémie en rechute et son premier cycle payé par un homme qui pesait 12 millions, et qu'il avait recruté sur une liste de fonctionnaires en difficulté financière documentée. Documentée. Il avait demandé la liste. Il avait choisi le 3e nom. Il avait su exactement à qui il avait affaire avant même qu'elle entre dans son bureau. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la stratégie. Elle referma le dossier. Elle s'assit très droite sur la chaise, les 2 mains à plat sur la table, et elle regarda la surface du bois pendant un long moment, sans penser à rien de précis, juste en laissant la chose s'installer avec toute son amplitude. Pas de la colère tout de suite. La colère viendrait, elle le savait, elle la sentait monter de loin, comme une marée qui prend son temps. D'abord, il y eut juste la honte, cette honte particulière d'avoir cru, même partiellement, même prudemment, même en se défendant contre elle-même de croire trop, qu'il y avait quelque chose de réel dans les nuits de cuisine silencieuses et les tasses de thé posées sur la table basse et la couverture trouvée le matin sur ses épaules. Elle était le 3e nom d'une liste. Elle avait été choisie pour sa vulnérabilité financière, documentée par les ressources humaines d'un hôpital public. Et lui qui la connaissait déjà complètement avant qu'elle ne sache rien de lui, avait construit 12 millions d'euros en secret et les avait soigneusement maintenus hors de la conversation pendant 5 semaines, où quelque chose qu'elle ne se permettait pas d'appeler par son nom avait commencé à exister entre eux. Il rentrait à 22h30. Elle l'attendit. Elle était dans la cuisine quand il poussa la porte d'entrée, le dossier fermé sur la table devant elle, les mains croisées dessus. Il entra dans la cuisine en dénouant sa cravate. La vie s'arrêta. Il lut quelque chose dans son visage. Il était médecin. Il lisait les visages professionnellement. Et il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il posa sa mallette sur la chaise. « Tu as trouvé le relevé, dit-il. Ce n'était pas une question. 12 millions, dit Camille. Sa voix était calme, d'une façon qui lui coûtait quelque chose. 400 000, en fait, si on est précis. Il ne dit rien. Tu m'as proposé 35 000 €, dit-elle. Tu savais exactement qui j'étais, exactement ce que je gagnais, exactement dans quelle position j'étais, et tu m'as proposé 35 000 €. Le contrat était équitable, dit-il. 35 000 pour 24 mois représente... Je ne te parle pas du montant. Elle l'interrompit sans élever la voix. Je te parle du fait que tu savais. Tu savais tout de moi avant que j'entre dans ce bureau, et tu ne m'as rien dit. Antoine soutint son regard. Je n'ai pas menti, dit-il. Tu n'as jamais demandé. Les mots tombèrent dans le silence de la cuisine avec la précision sèche d'un diagnostic. Je voulais voir comment tu me traiterais, ajouta-t-il. Pas comme une excuse. Comme une explication qui était peut-être la même chose pour lui. Camille se leva. Elle se leva lentement, avec la dignité de quelqu'un qui refuse de donner à la douleur la forme de la précipitation. « Tu m'as testé, dit-elle. Tu m'as mise dans une situation construite sur mon désespoir. Tu as utilisé la maladie de mon frère comme levier de recrutement, même indirectement, même par omission. Et tu m'as testé pour voir comment je te traiterais. » Elle marqua une pause. Une seule. « Ce n'est pas de la discrétion, Antoine, c'est de la cruauté. » Il ne bougea pas. Pas de défense, pas de correction immédiate. Juste ce regard fixe sur elle, et sous la surface froide,
quelque chose qui ressemblait à la première fissure réelle qu'elle voyait dans cet homme depuis qu'elle le connaissait. Camille? Non. Elle passa devant lui, alla dans sa chambre, ferma la porte sans claquer, pas par maîtrise de soi, par épuisement, parce que la colère véritable ne fait pas de bruit, elle se tait et elle brûle en dedans. Elle s'assit sur son lit dans le noir pendant longtemps. Elle pensa à sa mère qui lui avait dit une seule fois dans cette cuisine de Belleville qui sentait le café et le linge propre, « Les gens bien ne te demandent jamais de leur prouver que tu l'es. » Elle avait 13 ans et elle n'avait pas compris tout de suite. Elle comprenait maintenant, elle dormit peu. Le lendemain, elle prit son service à l'heure parce que le 4e étage ne savait rien de ce qui se passait avenue Foch et que les patients n'attendaient pas les crises personnelles de leurs soignants. Amara lui apporta un café sans qu'elle le demande et ne posa pas de questions. Ce fut la meilleure chose que quelqu'un pouvait faire ce matin-là. Dans l'appartement, les jours qui suivirent furent pires que les 13 premiers. Pas d'hostilité déclarée. Antoine n'était pas fait pour l'hostilité déclarée, et elle non plus. Mais la distance était revenue, plus épaisse qu'avant, parce qu'elle n'était plus neutre. Elle était chargée de tout ce qui s'était construit entre eux et qui maintenant pesait différemment. Ils se croisaient, ils parlaient quand c'était nécessaire. Ils continuèrent les apparitions publiques parce que le contrat existait encore et que Camille n'était pas du genre à rompre ses engagements par émotion, même quand l'émotion était justifiée. Lors d'un dîner au cercle de l'Union interalliée avec des associés d'Antoine, elle sourit au bon moment, répondit aux questions avec aisance et ne le regarda pas plus d'une fois dans la soirée. Il la ramena en voiture en silence, et cette fois, le silence était de l'ancien genre, le genre défensif, le genre qui protège. Ce fut Laurent qui fractura tout. Laurent Morel, 44 ans, frère aîné d'Antoine, associé dans le groupe Morel Santé et porteur d'un ressentiment de 20 ans envers le frère cadet qui avait construit quelque chose en dehors de la famille. Il avait engagé un enquêteur privé 3 semaines après le mariage. Camille ne le sut que plus tard, rétrospectivement, en reconstituant les délais. Et l'enquêteur avait trouvé le contrat, pas le relevé patrimonial. Le contrat de mariage civil, les conditions, les montants, la durée. Le dîner familial mensuel avait lieu dans la maison des parents à Neuilly-sur-Seine, un hôtel particulier de la rue du Château, avec un jardin intérieur et cette atmosphère de familles anciennes qui ont appris à se tenir bien à table, même quand elles se détestent. Camille était venue parce qu'elle était dans le contrat. 2 apparitions familiales par mois, c'était écrit noir sur blanc, et parce qu'elle n'allait pas se soustraire à ses obligations par peur. Henri Morel, le père, était là dans son fauteuil roulant depuis sa sortie de l'unité de soins. Il lui avait serré la main en l'accueillant avec une politesse formelle qui cachait mal l'évaluation en cours. La mère, Isabelle, avait souri de ce sourire des femmes du 16e qui ont appris à sourire à tout plutôt qu'à n'approuver rien. Laurent était debout près de la cheminée quand ils étaient entrés et Camille avait lu quelque chose dans sa posture dès le premier regard, la posture de quelqu'un qui attend. Le dîner commença normalement. Huîtres, puis un saumon en croûte que personne ne mangea vraiment. Conversation de surface sur la politique hospitalière, sur un voyage à Biarritz prévu pour juillet, sur le fils de Laurent qui avait intégré Sciences Po. Camille répondit à ce qu'on lui adressait, mangea proprement, observa. Ce fut au moment du fromage que Laurent posa l'enveloppe sur la table. Il le fit lentement, avec le soin théâtral de quelqu'un qui a répété le geste. Une enveloppe Kraft, ouverte. Il en sortit plusieurs feuilles photocopiées et les fit glisser sur la nappe blanche vers le centre de la table. « Elle est une employée sous contrat, » dit-il. Il regardait son père, pas Antoine. Cette mascarade invalide tout droit à l'héritage. Le silence qui tomba dans la salle à manger de Neuilly avait une densité particulière. Le genre de silence qu'on fait dans les pièces où les murs ont de la mémoire. Camille regarda les feuilles sur la nappe blanche. Son propre nom, en haut du premier document. Les montants, les conditions, la durée, tout là, photocopié, étalé entre les coupes de vin et les assiettes de comté. Elle ne bougea pas. Elle attendit. Elle attendit qu'Antoine parle. Qu'Antoine dise quelque chose, qu'Antoine fasse ce geste minimal qui aurait consisté à reprendre les feuilles,
à regarder son frère, à dire n'importe quoi qui signifierait que la femme assise à sa gauche n'était pas réductible à un document posé sur une nappe de dîner familial. Les secondes passèrent. Elle les compta. 5, 6, 7. Antoine regardait les feuilles sans expression lisible. Ses mains étaient posées à plat sur la table de chaque côté de son assiette. Il ne dit rien. 8, 9. Camille retira lentement l'alliance de son annulaire. Elle la tint une seconde dans sa main. La petite bague tressée de 12 € du marché de Belleville, le métal léger, le motif qui ressemblait à une tresse ordinaire parce que c'en était une. Puis elle la posa sur le bord de son assiette, doucement, avec la précision de quelqu'un qui repose un objet qui ne lui appartient plus. Elle plia sa serviette. Elle se leva. Elle ne dit pas un mot. Elle traversa la salle à manger de Neuilly avec le même pas qu'elle avait dans les couloirs du 4e étage en fin de garde, régulier, droit, sans hâte et sans fuite. Et elle sortit par la porte principale dans l'air frais du soir de Neuilly, et elle marcha jusqu'au périphérique où elle trouva un taxi. Et elle rentra à Belleville chez elle, dans son appartement de 35 mètres carrés au 3e sans ascenseur. Julien dormait dans sa chambre, revenu de l'hôpital 3 jours plus tôt pour un week-end autorisé par le docteur Renard. Elle s'assit dans le couloir contre le mur, les genoux remontés, et pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, elle pleura. Pas longtemps, juste ce qu'il fallait. Puis elle se lava le visage, fit du thé, et s'assit à la petite table de la cuisine de Belleville avec son livre d'anatomie ouvert devant elle parce que l'examen blanc était dans 6 jours et que personne, ni Antoine Morel, ni sa famille, ni aucun contrat signé dans la précipitation du désespoir, n'allait lui prendre ça. Il y a une forme de solitude qui n'appartient qu'aux gens qui ont appris très tôt à ne pas en parler. Antoine Morel la connaissait depuis l'enfance, depuis le tabouret près de la fenêtre de Madame Berthelot et les dîners en famille où l'on parlait de rendement et de stratégie patrimoniale, avec la même tonalité qu'on aurait utilisée pour discuter de la météo. Il l'avait intégrée comme on intègre une condition climatique, pas un drame, juste le contexte dans lequel tout se passe. Il avait construit autour d'elle une architecture de précision et d'efficacité qui fonctionnait très bien, qui produisait des résultats mesurables, qui ne laissait pas de place aux défaillances. Il rentra avenue Foch cette nuit-là à minuit passé. L'appartement était vide d'une façon qu'il n'avait pas connue avant elle. Pas vide comme avant son arrivée, vide comme un espace dont quelqu'un vient de partir et dont l'absence a une forme précise. Son manteau n'était plus sur la patère de l'entrée. Ses chaussures n'étaient plus sous le radiateur du couloir. Dans la cuisine, la petite boîte en métal où elle rangeait ses tisanes de nuit, une habitude qu'il avait appris à repérer sans le décider, avait disparu. Il s'assit à la table de la cuisine sans allumer toutes les lumières, juste la lampe de l'îlot, et il resta là un long moment sans rien faire d'utile. Il pensa aux secondes à Neuilly. Il les avait comptées lui aussi. Il avait vu les feuilles sur la nappe et il avait eu, en une fraction de seconde, 2 impulsions simultanées et contradictoires. Reprendre les documents et les déchirer devant son frère, ou ne rien faire et laisser la situation se dissoudre d'elle-même dans son inévitabilité. Il avait choisi la paralysie, ce refuge des gens intelligents qui calculent trop vite les conséquences possibles et se retrouvent immobiles devant toutes à la fois. C'était sa lâcheté particulière, il le savait, pas la brutalité, pas la cruauté active, mais l'inaction au moment précis où l'action aurait tout changé. Il avait regardé Camille se lever, plier sa serviette, poser l'alliance sur l'assiette, et il n'avait pas bougé. Les jours qui suivirent eurent la texture des jours qui continuent par automatisme. Il opéra, consulta, signa des documents, assista à une réunion de direction à la clinique. Il mangea debout devant l'îlot, des choses réchauffées ou pas réchauffées, sans goût particulier. Il dormit peu et travailla dans son bureau jusqu'à des heures qui ne signifiaient plus rien. Il appela le docteur Renard le surlendemain matin. Renard décrocha en 2 sonneries. « Julien Lefebvre, dit Antoine, je veux une mise à jour complète du protocole. » Un silence bref de l'autre côté. « Il répond bien au 2e cycle, dit Renard. Mieux que prévu. Mais ce matin, il a été admis en urgence en réanimation.
Une fièvre neutropénique, complication classique mais sévère dans son cas. Il gère. Antoine ferma les yeux une seconde. La prise en charge financière des prochains cycles, dit-il. Je veux qu'elle soit confirmée indépendamment de toute autre considération, formellement par écrit aujourd'hui. C'est déjà en place. Je veux une nouvelle confirmation, sans ambiguïté contractuelle. Renard marqua une pause. D'accord, dit-il. Antoine raccrocha et resta immobile devant la fenêtre du bureau, les yeux sur les façades de l'avenue Foch qui brillaient dans la lumière froide du matin, et il pensa à ce que Camille lui avait dit le soir du relevé. « Tu m'as testé pendant que mon frère était malade. » Et il comprit avec la clarté désagréable des évidences tardives qu'elle avait eu parfaitement raison. Ce n'était pas de la discrétion, c'était de la cruauté, pas intentionnelle, pas sadique, mais de la cruauté quand même. La variété froide pratiquée par les gens qui se protègent si bien depuis si longtemps qu'ils ne voient plus quand leur armure blesse les autres. Il le laissa entrer. Cette fois, il le laissa entrer, vraiment. Une semaine passa. Camille travaillait, étudiait, rendait visite à Julien à Saint-Louis chaque matin avant son service et chaque soir après. Elle avait repris ses habitudes de Belleville, le café au bar du Bas, le marché du jeudi rue de Belleville, les soirées avec Amara qui venait parfois apporter des plats trop grands pour une personne. Elle vivait sa vie avec la même continuité qu'elle avait toujours maintenue, cette capacité à avancer que les gens prenaient pour de la force et qui était peut-être juste de la pratique. Mais la nuit, parfois, dans le silence de l'appartement de 35 mètres carrés, elle pensait à la lampe de l'îlot et au bruit du couvercle soulevé sur la ratatouille. Elle pensait à la couverture posée sur ses épaules sans qu'elle le sache. Elle pensait à 2 heures du matin dans le salon et à le système limbique commence par la fonction. Elle ne se permettait pas de rester longtemps sur ses pensées. Elle les traversait comme on traverse un couloir froid, vite, sans s'arrêter, en gardant la destination en tête. Ce fut un mercredi soir, à 22h20. Elle finissait un service de 12 heures, les pieds douloureux, les épaules chargées. Elle avait eu une journée dense, un post-opératoire compliqué au matin, une famille en crise l'après-midi, un stagiaire à encadrer en fin de journée, avec la patience qu'on trouve quand on n'en a plus pour soi-même. Elle remontait le couloir du 4e étage, vers les vestiaires quand elle le vit. Antoine était debout près du distributeur de boissons au bout du couloir. Pas en blouse, en civil, manteau sombre, les mains dans les poches. Il ne faisait pas semblant de consulter quelque chose ou d'attendre quelqu'un d'autre. Il était juste là, immobile, les yeux sur elle dès qu'elle tourna le coin. Elle s'arrêta. Il ne s'approcha pas. Il maintint la distance, plusieurs mètres entre eux, l'espace d'une décision libre. Et il parla depuis là. « Julien a été admis en réanimation ce matin, dit-il. Sa voix était différente, pas la voix du 7e étage, pas celle du dîner de Neuilly. Quelque chose en dessous, plus nu. Je le sais depuis ce matin. J'ai appelé Renard. Camille ne dit rien. Elle regardait cet homme qui se tenait dans le couloir de son hôpital, à 22h20, avec des yeux légèrement rouges. Elle le vit maintenant, à cette distance, les paupières un peu gonflées de quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis trop longtemps. « J'ai déjà autorisé la couverture complète des soins et des prochains cycles, dit-il. Ce n'est pas dans le contrat. Il n'existe plus. » Une pause courte. « C'est simplement parce que c'est juste. » Elle répondit doucement. « Tu as hésité. » Ce n'était pas une accusation. C'était une observation précise et sans détour, la façon qu'elle avait de nommer les choses. Il ne se défendit pas. « Oui, dit-il. Et j'ai été lâche. Le couloir du 4e étage était calme à cette heure. Juste le bourdonnement lointain des appareils et le pas d'une infirmière de nuit au fond du couloir. La lumière fluorescente rendait tout légèrement cru, sans ombre, sans artifice. C'était peut-être la meilleure lumière pour dire certaines choses, trop crues pour les mensonges. « Tu es la seule personne depuis des années à avoir vu un médecin en moi, » dit Antoine. Il parlait avec cette concentration qu'il mettait à tout, mais quelque chose dedans était différent, pas récité, pas calculé, juste dit. Pas un nom, pas un avantage de réseau. Un médecin. Elle le regarda longuement. Elle pensa aux 5 semaines avenue Foch. Elle pensa au relevé sur la table de cuisine et aux secondes de Neuilly. Elle pensa aussi,
et c'était plus difficile à tenir ensemble avec le reste, mais elle l'avait appris jeune, tenir les choses contraires dans la même main. À 2 heures du matin dans le salon et à la couverture, et au café chaud dans la cafetière. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» dit-elle. Il prit une légère inspiration. Une nouvelle chance, sans contrat, sans règles. Il la regardait avec cette fixité qui au début ressemblait à de la froideur et qu'elle savait maintenant être autre chose, la façon qu'il avait de regarder quand quelque chose comptait vraiment. Juste comprendre si ce qu'on a vécu était réel. Camille croisa les bras, pas par fermeture, par besoin de tenir quelque chose pendant qu'elle répondait. « Je n'accepte pas de conditions, dit-elle. Si tu me veux entière. » Une pause. « Avec mon travail. Ma bague à 12 €, mon frère, et ma vie. » Il ne sourit pas. Ce n'était pas encore sa façon naturelle de répondre aux choses qui comptaient, mais quelque chose dans son visage se défit d'une couche, comme ces matins où la lumière grise de Paris se décide enfin à devenir quelque chose. « Je sais, dit-il. » Elle ne dit pas oui tout de suite, elle n'était pas de ceux qui disent oui tout de suite. « Julien sort de réa dans combien de temps, selon Renard ? 48 à 72 heures, si la fièvre cède. Il répond bien aux antibiotiques. » Elle hocha la tête. « Alors on commence par aller le voir, dit-elle, ensemble, et on verra. » Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une capitulation. C'était Camille Lefebvre, 28 ans, technicienne de soins infirmiers et étudiante en médecine depuis 7 heures du matin, qui donnait à quelqu'un la possibilité de prouver quelque chose par des actes, pas des mots, parce que c'était la seule monnaie qu'elle avait toujours acceptée. Il acquiesça. Ils prirent un taxi jusqu'à Saint-Louis. Dans la voiture, ils ne se touchèrent pas, ils ne parlèrent presque pas, mais leurs épaules étaient proches, et la ville nocturne défilait derrière les vitres. Les lumières jaunes des brasseries fermées, les quais du canal Saint-Martin où quelques personnes marchaient encore malgré l'heure, un scooter qui remontait le boulevard à toute allure dans le silence relatif du soir. Antoine regarda le canal par la vitre. « Je renonce à mes parts dans le groupe familial, » dit-il, pas comme une annonce, comme quelqu'un qui dit à voix haute une décision prise depuis un moment. « Formellement, la semaine prochaine. » Camille le regarda de profil. « Pas pour moi, » dit-il avant qu'elle parle, « pour que tu ne te demandes jamais si je suis encore en train de calculer. » Elle ne répondit pas immédiatement. Le taxi s'arrêta à un feu rouge et la lumière rouge traversa l'habitacle, colorant tout d'une teinte brève et étrange. « Tu vas perdre beaucoup, » dit-elle finalement. « Non, dit-il, et dans sa voix simple et certaine, il n'y avait ni emphase ni performance, juste quelqu'un qui sait très précisément ce qu'il dit. » Le feu passa au vert. Julien Lefebvre sortit de réanimation 55 heures après l'admission, un vendredi matin, avec une fièvre tombée et un taux de neutrophile en remontée que le docteur Renard commenta avec la satisfaction contenue des cliniciens qui n'aiment pas les exclamations, mais qui sourient quand même. Il avait 17 ans, un visage encore un peu creusé par les semaines de traitement, et les yeux de quelqu'un qui a appris jeune à regarder les gens vraiment. Camille était là quand on le transféra dans la chambre ordinaire du service, assise sur la chaise en plastique près de la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de Saint-Louis avec ses vieux pavillons de briques rouges. Elle lui tenait la main pendant que l'infirmière réinstallait la perfusion et Julien la regardait avec ce mélange particulier de tendresse et d'impertinence qui était sa façon à lui d'exprimer à peu près tout. « T'as l'air différente, » dit-il. « J'ai l'air pareil. » Non. Il tourna légèrement la tête sur l'oreiller. « T'as l'air moins seul. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre la cour de l'hôpital, un pigeon posé sur le rebord d'un toit de briques, le ciel de mai qui commençait à avoir cette nuance bleue convaincante qu'il n'avait pas encore en avril. « Dors, » dit-elle. Il sourit et ferma les yeux. Antoine était venu 2 fois à Saint-Louis pendant les 55 heures de réanimation, une fois le soir de l'admission, avec Camille, et une fois seul le lendemain matin avant ses consultations au Georges Pompidou. Renard lui avait rapporté sa présence sans commentaire, juste comme une information. Camille l'avait appris par Renard lui-même, qui l'avait mentionné en passant d'un ton neutre qui signifiait peut-être quelque chose et peut-être rien.
Elle avait rangé cette information quelque part, sans lui donner de place officielle, mais elle ne l'avait pas oubliée. Le mois de mai se déroula comme quelque chose qui apprend à exister, prudemment. Antoine avait renoncé formellement à ses parts dans le groupe Morel Santé le 19 mai, par acte notarié, avec une économie de mots administrative qui tranchait avec l'ampleur de ce que ça représentait. Henri Morel avait tenté de l'en dissuader par 3 intermédiaires différents. Un avocat de la famille, l'associé historique du groupe, et finalement Laurent lui-même, qui avait appelé un dimanche soir avec une voix moins assurée que d'habitude. Antoine avait écouté les 3, répondu avec sa courtoisie formelle habituelle, et signé quand même. Il le dit à Camille simplement, un soir, en rentrant de chez le notaire. Elle préparait du café dans la cuisine de Belleville. Il se retrouvait parfois là depuis quelques semaines, pas selon un calendrier établi, juste quand ça se faisait naturellement, quand il terminait une consultation en fin d'après-midi et qu'elle finissait un cours, et que Julien était à Saint-Louis en traitement de journée. L'appartement de 35 mètres carrés le contenait mal physiquement. Il était grand, il avait cette façon d'occuper l'espace, mais il ne s'y comportait pas comme quelqu'un qui juge les dimensions d'une pièce. Il s'asseyait sur la chaise en face de la fenêtre et regardait la rue Ramponneau en contrebas avec l'attention concentrée d'un homme qui découvre un pays. « C'est fait », dit-il en posant sa mallette près de la porte. Elle versa le café sans se retourner. « Comment tu te sens ?» Un silence bref. « Léger », dit-il, comme si le mot le surprenait un peu lui-même. Elle se retourna et lui tendit une tasse. Il la prit, leurs doigts ne se frôlèrent pas, mais la proximité était différente de ce qu'elle avait été au début. Pas tendue, pas calculée, juste présente. « Ton père ?» dit-elle. « Il comprendra. Ou pas. » Il but une gorgée de café. Ce n'est plus le problème central. Camille s'assit en face de lui, les 2 coudes sur la petite table en bois que ses parents avaient achetée dans une brocante de Nation avant sa naissance, et qu'elle avait toujours connue avec cette légère inégalité d'un pied qu'on corrigeait avec un sous-verre plié. Il regarda la table, vit le sous-verre, ne dit rien. C'était une des choses qu'elle avait appris sur lui ces dernières semaines. Il remarquait tout et ne commentait pas tout. Il y avait chez lui une retenue de l'observation qui au début ressemblait à de l'indifférence et qui était en réalité le contraire. « Julien rentre samedi, » dit-elle. « Je sais. Renard m'a envoyé le compte-rendu. » Elle leva les yeux. « Tu lui as demandé de t'envoyer les comptes rendus ?»« Non. » Il posa sa tasse. Je lui ai demandé si ça le dérangeait. Il a dit non. Quelque chose se déplaça dans la poitrine de Camille. Pas de la joie encore, trop tôt, trop prudente pour ça, mais quelque chose d'adjacent, quelque chose qui ressemblait à de la chaleur dans une pièce froide depuis longtemps. Elle ne le dit pas. Elle but son café et regarda la rue par la fenêtre, les façades de Belleville dans la lumière de mai, les enfants qui rentrèrent de l'école en bas du trottoir, une femme qui portait 2 cabas du marché avec la concentration souveraine de quelqu'un qui n'est pas du tout pressé. « Pourquoi la médecine ?» dit Antoine. Elle le regarda. « Tu prépares le concours depuis des mois. Tu travailles 12 heures. Tu cours au cours à 7 heures du matin. Tu lis de l'anatomie à 2 heures de la nuit. » Il la regardait avec cette fixité qu'elle connaissait maintenant. « Pourquoi maintenant ?» Elle réfléchit à la façon de répondre. Pas parce qu'elle ne savait pas, elle savait exactement, mais parce que certaines réponses méritent d'être dites avec soin. Parce que je passe des années à être du bon côté du lit et je veux comprendre tout ce que je ne comprends pas encore, dit-elle. Parce que Julien m'a regardé un soir pendant son premier cycle et il m'a dit « T'aurais fait une bonne médecin ». Et je me suis rendu compte que depuis 15 ans, je gérais des situations que les médecins gèrent, mais sans le titre, sans les outils, sans la légitimité formelle. Elle marqua une pause. Et parce que ma mère est morte d'une chose qu'on aurait pu détecter 2 ans avant si quelqu'un avait pris le temps de vraiment l'écouter. Le silence qui suivit était du genre plein. Antoine posa sa tasse lentement. Elle avait quel âge ? 42 ans. Il ne dit pas « je suis désolé ». Il n'était pas du genre à dire des formules. Il la regarda avec cette attention totale qu'il avait, celle qui était probablement ce qui faisait de lui un bon médecin quand il oubliait d'être un nom, et il hocha la tête une seule fois, lentement, comme quelqu'un qui reçoit quelque chose et le met dans un endroit sûr. « Tu vas réussir, dit-il. »
pas comme un encouragement poli, comme un diagnostic. Elle faillit sourire. Elle ne sourit pas tout à fait, mais presque. Les semaines avancèrent avec la patience des choses qui se construisent sans se presser. Julien rentra rue Ramponneau le samedi prévu, plus mince qu'avant, mais avec cette énergie reconnaissable des gens en rémission qui redécouvrent que leur corps peut faire des choses ordinaires, monter les 3 étages sans ascenseur, manger un vrai repas, dormir sans l'odeur de l'hôpital. Il serra la main d'Antoine la première fois qu'il le vit, avec le sérieux concentré d'un garçon de 17 ans qui a décidé de prendre quelqu'un à la mesure, et Antoine lui rendit sa poignée de main avec le même sérieux, sans condescendance, sans la fausse chaleur des adultes qui performent la sympathie envers les adolescents. « Vous êtes vraiment cardiologue ?» dit Julien. « Oui, vous opérez des cœurs. Certains, pas tous. » Julien réfléchit à ça un instant. « C'est un peu ironique, dit-il, avec ce demi-sourire en coin qui était exactement le sourire de sa sœur. » Antoine le regarda une seconde. « Un peu, dit-il, et ce fut tout. » Mais Camille, depuis la cuisine où elle faisait semblant de chercher quelque chose dans le réfrigérateur, entendit les 2 syllabes et sentit quelque chose en elle se défaire, doucement, sans bruit, comme un nœud qu'on n'avait pas réalisé tenir. Le concours blanc eut lieu un jeudi de juin. Camille le passa avec la concentration totale des gens qui n'ont pas le droit de rater parce qu'ils ont sacrifié trop pour être là. Elle sortit de la salle en sachant qu'elle avait bien fait, sans savoir encore à quel point, ce sentiment intermédiaire, honnête, des gens qui ne se surestiment pas mais ne se mentent pas non plus. Les résultats arrivèrent 10 jours plus tard, un lundi matin, par mail, pendant sa pause de 14 heures dans la salle en plastique beige. Elle lut le score 2 fois, puis elle envoya un message à Julien, puis à Amara, puis elle resta assise 1 minute à regarder le mur en face d'elle avec la sensation étrange et belle d'être exactement là où elle devait être. Le soir, Antoine prépara le dîner. Ce fut la première fois qu'elle le vit cuisiner vraiment, pas réchauffer, pas assembler, mais cuisiner, avec les légumes du marché qu'il était allé chercher lui-même le matin et une recette qu'il suivait depuis son téléphone posé contre la cafetière avec une concentration absolue, sourcils légèrement froncés, les manches retroussées jusqu'au coude. Il ne lui avait pas dit ce qu'il préparait. Il lui avait juste dit, par message à 16 heures, « Rentre directement ce soir ». C'était une tarte aux légumes confits, tomates, courgettes, herbes de Provence. Pas parfaite techniquement, la pâte un peu épaisse sur un bord et un peu fine de l'autre. Mais l'odeur qui remplissait l'appartement quand elle entra était exactement l'odeur de la ratatouille du premier soir, cette odeur qui avait tout commencé. Elle s'arrêta dans l'entrée. Il se retourna depuis la cuisine, les mains encore farinées, et il y avait sur son visage quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu. Pas un sourire complet, pas encore, mais l'ébauche de quelque chose. La forme que prend le visage d'un homme qui a longtemps oublié comment être content d'une chose simple et qui s'en souvient. « J'ai suivi une recette, dit-il. Je vois. Elle est peut-être trop salée. On verra. » Elle posa son sac. Elle alla se laver les mains. Et elle s'assit à la table pendant qu'il finissait, et ils mangèrent la tarte aux légumes, un peu trop salée avec du pain et un verre de vin rouge, dans la lumière dorée du soir de juin qui entrait large par les fenêtres de l'avenue Foch. Et ils parlèrent de Julien, qui avait demandé à reprendre le lycée en septembre du prochain cycle de traitement, de la question de savoir si la pâte brisée tenait mieux avec du beurre froid ou du beurre pommade. Une conversation ordinaire, sans enjeu, sans sous-texte, juste 2 personnes à une table. Pour la première fois en des années, l'appartement de l'avenue Foch ressemblait à un endroit où quelqu'un vivait vraiment. 2 semaines plus tard, Antoine rentra un soir avec la bague. Pas une bague de joaillier du 16e, pas de velours, pas d'écrin. Une bague achetée au même marché de Belleville, rue Ramponneau. Il était allé au stand. Il avait demandé au vendeur lequel était breton. Et le vendeur lui avait montré celui avec le motif tressé, en lui disant que c'était plutôt celte en fait, mais que ça revenait au même. Il l'avait acheté 12 €. Il la posa sur la table de la cuisine de Belleville, sans cérémonie. Elle la regarda. « C'est la même, dit-elle. C'est l'idée. » Elle la prit. Elle la tourna entre ses doigts.
Le métal léger, le motif ordinaire, les 12 euros de quelque chose qui n'essayait pas d'être autre chose que ce qu'il était. Elle la mit à son annulaire. Elle le regarda. « Tu sais que ça ne règle pas tout, dit-elle. Je sais. Il va falloir du temps. Je sais. Et tu vas te tromper encore. Et moi aussi. Je sais. » Elle hocha la tête une fois. Alors d'accord, ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas un conte. C'était Camille Lefebvre qui donnait sa parole comme elle avait toujours donné sa parole, avec la pleine conscience de ce que ça coûtait et la décision ferme de le payer quand même. Julien reçut sa confirmation de rémission partielle 10 semaines après le début du 3e cycle. Un vendredi après-midi, par téléphone, Renard avec sa voix de couloir difficile, qui cette fois portait quelque chose de différent dedans. Camille raccrocha et resta debout dans le couloir du 4e étage, les yeux fermés, les 2 mains sur la bouche, pendant ce qui lui sembla une longue minute et qui fut probablement 10 secondes. Elle commença son cours préparatoire de médecine un lundi de septembre, à 7 heures du matin, dans une salle de l'université Paris-Cité avec 19 autres candidats qui avaient entre 22 et 35 ans et qui avaient tous une raison précise d'être là à cette heure impossible. Elle avait apporté le manuel de physiologie, celui avec le marque-page en cuir à la première page. Et dans le petit appartement de Belleville au 3e sans ascenseur, un dimanche de septembre, où le soleil entrait tôt par la fenêtre de la cuisine et où Julien faisait réchauffer des tartines en fredonnant quelque chose d'incompréhensible, Antoine Morel était assis à la petite table avec la légère inégalité du pied corrigée par le sous-vert plié, un café entre les mains, les yeux sur la rue Ramponneau qui s'éveillait doucement. Les façades de Belleville dans la lumière neuve du matin, les deux, et voix du marché qui commençait à monter depuis le bas de la rue. Une odeur de café et de pain chaud qui remplissait l'appartement de 35 mètres carrés comme si c'était exactement la bonne taille. Et là, dans cette cuisine ordinaire, avec cette lumière ordinaire et ces gens qui n'avaient rien de parfait et tout de réel, Antoine comprit ce qu'il avait passé 39 ans à construire en croyant que c'était la richesse. Ce n'était pas les 12 millions. Ce n'était pas la clinique, ni les participations, ni le patrimoine construit en secret pour ne jamais dépendre de personne. C'était ça, la table bancale, le café trop fort, un garçon de 17 ans qui fredonne, une femme qui part à 7 heures du matin apprendre à sauver des gens avec la même obstination tranquille qu'elle met à tout le reste. C'était la présence, c'était le réel. C'était avoir enfin quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Non pas parce qu'il l'avait construit seul, mais parce qu'il avait eu le courage, une fois, de ne pas rester immobile. Et parfois, la perdition d'un homme vide est exactement ce qui le sauve.